Bien, je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus assister à ce cours. Donc, c'est 8 séances de cours autour de ce que j'ai appelé la mécanique moléculaire des fluides, ou, comme j'ai dit dans la leçon plus prosaïquement, la nanofluidique, c'est-à-dire les écoulements des fluides aux nanoéchelles. Et donc, la nanofluidique, je vais y revenir, la redéfinir, etc. Mais c'est effectivement les propriétés, on cherche un peu des propriétés un peu particulières des fluides lorsqu'ils sont confinés dans des canaux qui sont extrêmement fins. Et c'est des domaines où, une nouvelle fois, comme je l'ai essayé de l'expliquer, les lois classiques ne sont pas forcément valides. En général, les lois continues, et ça on le verra un peu plus en détail aujourd'hui, c'est ultra robuste. Et donc, les Navier-Stokes, c'est très robuste jusqu'à 1 nanomètre, et ça, on va le montrer tout à l'heure. Les équations de diffusion, etc., c'est robuste jusqu'aux échelles moléculaires. Et la question, c'est plutôt comment, à ces échelles, il y a tout un ensemble de phénomènes qui s'agrègent et qui interfèrent entre eux, entre guillemets, pour donner des comportements un peu particuliers. Donc, c'est un petit peu ça, surtout, que je vais discuter dans tous ces cours. Alors, c'est un domaine qui est un peu entre guillemets en ébullition, enfin en tout cas c'est un domaine la nanofluidique c'est un domaine qui est à la fois très ancien, puisque le transport aux nanoéchelles ça existe depuis les milieux poreux, les membranes, donc depuis quasiment l'observation de l'osmose à travers des parois dans les années 1800 et quelques, mais c'est à la fois complètement nouveau parce que depuis en gros un peu moins d'une dizaine d'années on a vraiment pu développer des systèmes expérimentaux qui nous permettent d'avoir des écoulements et du transport dans des conditions ultra contrôlées. Et ça nous a permis de faire un énorme pas en avant, et c'est ça que je voudrais vous montrer. C'est aussi effectivement, c'est la chaire innovation technologique. Donc, le cours il sera essentiellement autour de la recherche en train de se faire, comme c'est la devise du Collège de France. C'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de fonctionner actuellement, et en même temps essayer de voir des points de vue ou comment on peut utiliser ces phénomènes qu'on va essayer de mettre en évidence pour des applications. Donc il y a beaucoup de cours qui seront très fondamentaux, on va dire, et puis ponctuellement je vous dirai, là par exemple on essaye ça en ce moment, ou d'autres collègues essayent ça, et surtout les 2 derniers cours, ça sera vraiment sur entre guillemets, des technologies en fait, qu'on essaye de développer, nous ou d'autres, sur la base de ces phénomènes. Donc là, le déroulé du cours, alors faire un cours comme ça, des cours j'en ai fait beaucoup, mais ce cours-là particulièrement m'a posé pas mal de problèmes, parce que finalement le sujet n'est pas écrit en fait, donc c'est très divers, et donc quel angle de vue adopter? Donc finalement j'ai choisi de prendre ces 8 cours, ces 8 angles de vue sur ce domaine-là. Donc ça ne sera pas du tout exhaustif, donc ça, faudrait des heures en plus et ce n'est pas forcément super intéressant. Mais ça sera 8 points de vue sur le transport nanofluidique. Aujourd'hui, ça sera essentiellement l'introduction, comme je suis en train de le faire, et aussi, je vais vous montrer, introduire les différentes échelles de longueur caractéristiques et les différents phénomènes. Et vous allez voir que tout s'agrège justement autour du nanomètre. Ensuite, la semaine prochaine, on fera surtout les problèmes de frottement. Donc du frottement classique jusqu'au frottement quantique, les derniers développements. On va regarder les fluctuations cours 3. Alors, évidemment, les fluctuations sont très importantes, on le verra aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on y gagne, etc. Le transport ionique, c'est l'énorme sujet de la nanofluidique. C'est comment les ions qui interagissent via des interactions électrostatiques. Donc là, transport ionique, je pourrais faire 30 heures de cours là-dessus et ça n'aurait pas forcément un intérêt extraordinaire. Mais donc j'ai fait 2 aspects du transport ionique. Un aspect plutôt sur le tamisage, parce que finalement la filtration, telle qu'on la conçoit, par exemple pour faire du dessalement, c'est du tamisage, du sieving, on dit en anglais. C'est-à-dire il y a des ions qui passent, il y a de l'eau qui passe, les ions ne passent pas. Et donc simplement ça c'est une vision très passoire, et on va essayer d'aller au-delà de ça. Mais après sur les ions, dans le cours 5, je vais vous parler d'un angle de vue pour le coup assez pointu sur les problèmes d'appariement, c'est-à-dire le fait que les ions, vous verrez, le Na plus Cl-, quand ils sont très confinés, ils ont tendance à former des paires. Et ça conduit à une zoologie de phénomènes hors équilibre qu'on est en train d'explorer et qui se rapporte à par exemple des transitions qu'on appelle Kosterlitz-Saoulès, mais qui va vraiment aussi sur des phénomènes plus compliqués de mimes neuromorphiques. Voilà.
Et ensuite, les 3 derniers cours, je commencerai d'abord sur une intro. Le cours 6, ça sera beaucoup autour de l'osmose. Parce que l'osmose, c'est un phénomène que j'adore. Et deuxièmement, c'est un phénomène qui est à la fois ultra simple, parce que c'est la loi du gaz parfait qui sort, et en même temps ultra compliqué et ultra subtil. Et en fait, cette subtilité-là, on peut l'utiliser justement pour faire des choses un petit peu avancées, c'est ça que je montrerai. Et puis donc les 2 derniers cours, les nouveaux matériaux membranaires, filtration non conventionnelle et l'énergie osmotique, donc l'énergie bleue, qui sont un des sujets justement autour de l'innovation et de la Startup Switch que j'ai cofondé. Donc là, je vais commencer à rentrer un peu plus dans le détail sur cette machinerie. L'analophysique, c'est un domaine qui est pas inspiré, mais qui se rapporte quand même beaucoup à ce qui se fait dans la nature. Et comme je l'ai montré la semaine dernière, il y a quand on regarde ce qui se passe dans le corps humain ou même dans tous les corps vivants, il y a énormément de canaux nano-échelle. Et donc, je vous ai montré cette aquaporine, si ça veut bien marcher, cette aquaporine qui est un système, un filtre à eau qui est dans toutes les membranes, notamment dans le rein, où on voit ici passer l'eau sous la forme d'un filet d'eau. Je vous ai parlé très brièvement de pompes ioniques, qui sont des machines qui permettent de faire remonter les ions contre le gradient. On verra à un moment donné comment on peut réfléchir à concevoir des pompes ioniques artificielles. Là, j'aime beaucoup montrer ce... On voit rien que ce truc. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est la proton-turbine. Par exemple, c'est ce qui fait tourner les flagelles de certaines bactéries. C'est le plus petit moteur qu'on puisse imaginer à l'échelle nanométrique et qui utilise des gradients de protons pour faire un mouvement mécanique à l'échelle nanométrique. C'est absolument fascinant. Et puis après, des fonctionnalités un peu plus compliquées sur le transport stimulé. Par exemple, c'est tout ce qui nous fait sur le toucher, etc. C'est-à-dire, quand vous touchez, vous mettez une force, et cette force se traduit en courant électrique. Et c'est ça le centre nerveux. Donc la question, c'est un petit peu... c'est une source d'inspiration, un petit peu tout ça. Mais quand on regarde sur les côtés artificiels, et donc c'est là où je vous disais que la nanophysique, elle est là depuis très très longtemps, puisque tous les milieux poreux, enfin là je montre quelques milieux poreux très classiques qui sont dans la littérature, différentes structures de milieux poreux et les membranes, par exemple polymères, donc là, je suis désolé, le pointeur ne marche pas très bien, les membranes polymères ou les membranes plus... dans tous ces systèmes-là, on a des systèmes à très grande échelle où l'eau, les fluides ou quoi que ce soit passent à travers des pores de l'ordre de la taille du nanomètre ou plus petit ou plus grand. Et enfin, les développements autour des nanotubes de carbone, et notamment les premières expériences vers les années 2006, où certains groupes ont été capables de fabriquer des membranes de nanotubes de carbone, et donc ces membranes de nanotubes de carbone en faire des filtres à eau qui avaient ces propriétés exceptionnelles. Donc ça c'est là d'où on part, donc la biologie comme inspiration, puis les systèmes artificiels. Et ce qui a beaucoup changé, et c'est ça que je vous indiquais, c'est que depuis, on va dire moins d'une vingtaine d'années, mais avec une très forte accélération depuis les dernières années, il y a le fait que les nanomatériaux ont pu permettre de développer des canaux ultra contrôlés. Donc nanomatériaux, ici on ne voit pas très bien, mais par exemple ça c'est une feuille de MOS2 unique, percée en son milieu avec un pore de moins du nanomètre. On peut faire ça dans le graphène, etc. Donc vous imaginez bien que quand vous avez une membrane comme ça et vous faites mesurer un courant en travers, vous avez quasiment tout est contrôlé, la taille du pore, etc. C'est quand même très compliqué à faire. Et ensuite, les nanotubes de carbone et bore-azote, comme on avait fait avec Alessandro Siria il y a quelques années, qu'on continue à faire. Mais... Alors là j'ai mis ce que nous on a fait, mais il y a d'autres groupes dans le monde qui utilisent des nanotubes de carbone déposés. Une forme de, entre guillemets, mini-révolution, c'est les années 2016. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Donc, tout le travail sur les matériaux bidimensionnels, donc, qui a conduit au Nobel de Gaim Novoselov, a permis de développer ce qu'on appelle le collage Van der Waals. Donc, collage Van der Waals, c'est tout bêtement utiliser le fait que, d'une part, ces matériaux, on peut les mettre en feuillets moléculaires avec une épaisseur moléculaire unique, et après, on peut les coller les uns sur les autres, et ça colle par attraction Van der Waals. Donc, c'est vraiment des vignettes à l'échelle nanométrique. Et grâce à ça, Gaim et son groupe ont réussi à fabriquer des canaux
dont l'épaisseur est de l'ordre, est un multiple de l'épaisseur du graphène, c'est-à-dire 3 angstroms, 3,4, presque 7, etc. Donc en fait, on avait pour la première fois, à la fois dans les nanotubes et dans ces systèmes-là, la possibilité d'un contrôle absolu de la taille des systèmes jusqu'à des échelles de l'ordre de l'angstrom. Et ça, c'est une forme de révolution parce que c'est la première fois qu'on sait absolument tout contrôler en termes de canaux. Et ça, il a fallu, que vous voyez, c'est des années de développement pour aboutir à ça. Donc dans le cours, je ne vais pas vous décrire comment on fabrique ces systèmes, comment on les développe, mais je ne peux pas le faire avec un peu de regret parce que en fait, c'est le point clé. Et ça, c'est ce qui n'est pas forcément réalisé, c'est-à-dire fabriquer, insérer un nanotube, comme j'ai montré le film dans la leçon, insérer un nanotube dans une membrane, c'est un enjeu, c'est un travail formidable et extrêmement difficile, etc. Et donc, cette partie-là, je ne vais pas en parler, mais gardez toujours en tête que dans les laboratoires, ce qu'on fait, c'est vraiment ça. Alors, juste pour dire, justement, sur l'introduction encore générale, là, j'ai juste pointé 6 phénomènes parmi beaucoup que je trouve intéressants et qui m'ont frappé dans les dernières années, pour dire, finalement, quand on commence à savoir confiner à ces échelles-là, ce qu'on espère, c'est que le jeu en veut la chandelle et qu'on mesure des choses particulières. Et donc, je vous montre 6 résultats-là, et puis après, j'insisterai plus sur un particulier. Donc, dans ces résultats, par exemple, là, c'est un travail fait par un collègue en Californie, où ils savent faire des nanotubes qui font quelques nanomètres de longueur et moins du nanomètre de diamètre. Et ils arrivent à les insérer dans des vésicules, et donc, grâce à ces vésicules, mesurer les flux à travers. Et ce qu'on voit, c'est que les flux, donc ça, c'est les flux, alors peu importe l'unité, on reviendra un petit peu là-dessus, donc c'est ce qu'ils appellent les nanotubes, des porines de nanotubes, sont bien plus élevés que ça, c'est le flux, par exemple, au travers d'une aquaporine. Voilà, c'est la perméabilité, c'est combien de flux traversent. Donc on voit que ces systèmes-là ont des capacités extraordinaires, en fait. Et en fait, c'est surtout que cette plateforme-là d'utiliser des vésicules pour on gonfle ou on fait gonfler ou réduire les vésicules, c'est une vraie plateforme pour mesurer des propriétés absolument uniques. Là, tout à l'heure, je vous ai montré ce petit port de MOS2. Ce port de MOS2 a ça, c'est le courant versus le voltage qu'on applique de chaque côté de la membrane. Alors, par exemple, ça a cette forme assez bizarre, là, très plate, ici, il ne se passe rien, puis d'un seul coup, on mesure un courant. Ça, c'est une caractéristique qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que le courant est gaté par le voltage lui-même. Il y a beaucoup de systèmes biologiques qu'on appelle voltage gated, où on applique un champ électrique, au début il ne se passe rien, puis après si on met un peu fort, à un moment le courant va passer. Et ça fait des réponses non linéaires, et pour réfléchir à une électronique entre guillemets avec des ions, c'est typiquement ce genre de canaux dont on veut utiliser. Bon, je ne vais peut-être pas tous les décrire parce que je vais revenir là-dessus. Là, ici, par exemple, c'est toujours le même groupe en fait qu'ici. Ils ont montré très récemment, l'année dernière, qu'il y avait des violations typiquement de relations qui, usuellement, on pense être canoniques et ne jamais pouvoir être violées. C'est l'équation de Nernst-Einstein, c'est la relation entre la mobilité et le coefficient de diffusion. Voilà, dans ces systèmes-là, ça peut être violé d'une certaine façon. Et ça, j'y reviendrai, etc. Et ça, j'y reviendrai juste après. Je ne vais pas forcément tout détailler. Donc là, c'est essentiellement dans ces quelques slides d'intro pour vous dire, un, on sait fabriquer, et deux, il y a des choses nouvelles, et puis vous voyez les dates, c'est des choses qui apparaissent en permanence. C'est en ce moment que ça sort. Et alors en fait, donc là, je vais commencer à rentrer vraiment dans le cœur. C'est qu'à l'échelle nanométrique, pourquoi il se passe des choses particulières, pourquoi on a ce cabinet de curiosité, comme je l'appelle, c'est parce qu'en fait, il y a plein de phénomènes dont les tailles caractéristiques sont autour du nanomètre. Et ça, c'est ce que je vais montrer ici petit à petit dans ce cours aujourd'hui. Donc, ce que je vais montrer juste après, enfin, peut-être un petit peu plus tard, c'est d'une part que l'équation de Navier-Stokes, la description continue, se casse la figure autour du nanomètre. Voilà. D'une part, dans ces échelles-là, il y a énormément d'effets de surface, ça on le verra. L'électrostatique, c'est les interactions entre les ions jouent un rôle crucial, les fluctuations. On va discuter aujourd'hui d'anomalies diélectriques. Vous verrez que ça se passe, j'ai mis l'âge que 10 nanomètres, ça va même beaucoup plus loin. Il y a des effets quantiques dont on va parler, qui sont évidemment aux échelles sub-nanométriques, mais qui en fait se déroulent même au-delà. Donc,
tout ça, c'est ce qu'on va décrire chacun de ces phénomènes, mais ce que je veux faire retenir de cette slide, c'est que autour de entre 0 et 10 nanomètres de taille de canaux, on a une forte concentration de plein de phénomènes où chacun est important. Et donc dans la leçon, je vous disais, oui, on entre dans le règne de la non-universalité, c'est parce que en fait, tous ces phénomènes interagissent les uns avec les autres. Et à chaque fois, si on prend deux phénomènes et on les couple, on va avoir un comportement de transport bizarre. Ça, c'est ce qui est attendu. Alors, paradoxalement, pour commencer, je vais beaucoup discuter de transport, c'est-à-dire comment les fluides coulent, comment les ions coulent, etc. Mais dans le cours, je voudrais commencer par la thermodynamique, en fait, et juste mentionner quelques mots, parce qu'avant de couler, évidemment, la question, c'est quelles sont les phases des systèmes lorsqu'on les confine, et ce qui a constitué un sujet de recherche depuis pas mal d'années. Là, je vous montre 4 exemples de choses qui ont été rapportées dans les dernières années. Un premier exemple, c'est le fait que dans les nanotubes de carbone, donc ça c'est typiquement des expériences où les collègues déposent des nanotubes de carbone single file, qu'on dit avec un seul mur ou deux murs, deux parois de carbone, et mettent ça dans une atmosphère humide et savent qu'il y a de l'eau qui rentre dedans. Et par des mesures de type Raman, et en fait ils mesurent les modes de vibration des tubes, on peut savoir quelles sont les phases à l'intérieur en fonction de la température. Donc ça c'est typiquement les caractéristiques Raman. Ce qui sort de ça, c'est que, à l'intérieur, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'il y a une cristallisation à température ambiante de l'eau quand elle est confinée dans ces zones-là. Et donc, on a la température de cristallisation de l'eau, vous savez, c'est 0 degrés Celsius. Et en fait, ces températures changent radicalement lorsqu'on atteint des diamètres de nanotubes extrêmement faibles. Donc ça, c'était une première indication qu'il se passe des choses bizarres, ce n'est pas complètement inattendu, c'est ultra confiné. Un autre exemple intéressant, c'est un article qui a suscité énormément de débats, c'est la démonstration dans le groupe de Geim où ils avaient de l'eau enchâssée entre deux plans de graphène et par observation en microscopie électronique, ils prétendent voir des phases carrées de l'eau. C'est-à-dire que l'eau s'organise sous forme de carré, alors que vous savez, l'eau ne s'organise pas du tout comme ça, à 3 dimensions. Et donc, avec cette image d'un réseau carré de l'eau, etc. Alors, d'une part, ces expériences, elles ont été très critiquées. D'autres collègues ont dit non, en fait, ce n'est pas de l'eau, c'est du sel qui est resté. Personnellement, j'ai des doutes sur ce doute. En fait, c'est des expériences typiquement qui mériteraient d'être refaites proprement et qui n'ont pas été refaites proprement, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la recherche, c'est-à-dire que parfois on peut se tromper. Et d'ailleurs, Geim, lui, pour l'instant, il dit finalement, je ne sais plus, en fait. Toujours est-il que ces phases carrées, par exemple, dans des simulations d'eau à 2 dimensions, et ça, je vais revenir là-dessus sur cet article, c'est une phase qui est tout à fait attendue, en fait. Donc, l'eau à 2 dimensions peut avoir une phase carrée. Et ça, c'est des simulations faites à Cambridge par Angelos Michaelidis, qui a repris la chaire de Jean-Pierre Hansen au département de chimie. Ils ont développé des simulations de type dynamique moléculaire quantique, mais le problème de ces simulations-là, c'est que les ingrédients quantiques sont extrêmement délicats à mettre à développer, mais en plus, ça prend un temps infini à simuler. Et donc, ce qu'ils ont fait, et ça, c'est ça qui était vraiment chouette dans ce papier, c'est d'utiliser des algorithmes de type machine learning pour apprendre des trajectoires quantiques sur des choses complètement développées. Alors, en quantum Monte Carlo, c'est des choses absolument horribles qui demandent des siècles à mettre en place, pour à la fin accélérer ces simulations une fois qu'on a fait le machine learning sur les trajectoires. Bon, c'est extrêmement technique, mais c'est très efficace. Et donc, ils ont montré tout un diagramme de phase de l'eau. Et en fait, le plus intéressant dans ce diagramme de phase, c'est cette phase qui est tout en haut, ici, comme ça, qui est ce qu'on appelle la phase superionique. Cette phase superionique de l'eau, c'est une phase où, en gros, l'eau se dissocie d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a des protons et il y a le H+, le O- de chacun des côtés. Et cette phase a une conductivité extrêmement grande. Donc,
cette conductivité est extrêmement grande. Alors normalement, c'est des phases complètement exotiques qu'on trouve dans des conditions un peu drastiques. Là, il se trouve qu'il l'observe dans des températures qui sont quasiment celles de la température ambiante. Alors des pressions de 4 gigapascales, mais c'est très grand. Mais c'est plusieurs milliers de bars. Mais en fait, dans le confinement, les pressions apparentes sont parfois extrêmement grandes, à cause des forces de Van der Waals, justement. Donc en fait, ça, c'est typiquement une phase extrêmement excitante à avoir, parce que, par exemple, si vous réfléchissez en termes d'application, avoir de l'eau qui conduit les courants ioniques de façon extrêmement forte, ça sert directement pour les fuel cells. Et transporter des H+, et des OH- extrêmement rapidement, ça serait un énorme avantage. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, on en est loin. Et donc la dernière chose que je voudrais discuter, et c'est ça, je vais prendre un peu plus de temps, c'est la condensation capillaire à l'échelle de l'angstrom. Alors il se trouve que la condensation capillaire, c'est un sujet qui m'a intéressé il y a longtemps et qui m'a été inspiré par Elisabeth Charlet, qui va parler juste après. La condensation capillaire, c'est l'idée que lorsque vous avez un pore en présence d'un réservoir, et par exemple vous mettez de l'eau, vous avez l'humidité, donc l'humidité, c'est la pression de vapeur de l'eau sur la pression de saturation. Saturation, c'est à l'équilibre liquide-vapeur. Et la question, c'est que normalement, c'est voilà, dans l'air ici, c'est le gaz, la vapeur de gaz, vapeur d'eau qui est stable. Mais quelle est la phase ici dans le volume? Et la phase ici dans le volume, elle va rentrer. Vous voyez, il y a une compétition entre les effets de bulk, donc les effets à l'intérieur, et les effets de surface. Et admettons, si cette surface, elle aime l'eau, il y a un potentiel d'interaction fort, attractif avec l'eau. Donc ça, c'est décrit par les tensions de surface, solide-liquide versus l'énergie de surface solide-vapeur. Si dans le bulk, en gros, dans le volume, on a un terme qui est proportionnel au volume avec une certaine énergie libre par unité de volume qu'on va décrire, on va comparer l'énergie de volume versus l'énergie de surface, et ça, c'est la différence entre ces deux choses-là fois la surface. Et on voit que le rapport entre les deux, V sur S, sur la surface, c'est une longueur. Donc on imagine bien que si l'épaisseur est petite, c'est les surfaces qui gagnent, et on doit avoir une transition vers un état. Donc je vais le faire de façon un peu plus rigoureuse. Et donc déjà dans le volume, dans le réservoir, juste pour dire, donc ici typiquement on se place à un certain potentiel chimique, c'est le plus simple à avoir, et ce potentiel, quand on a un équilibre liquide-vapeur, ce potentiel chimique vaut la valeur, ce que j'appellerais μsat. Et donc le potentiel chimique mu, dans ce cas-là c'est du gaz, c'est μsat plus kBt log de PV sur Psat. Donc vous verrez, j'introduirai le delta mu qui est mu sat moins mu, et ça c'est kT log, ça c'est l'inverse de l'humidité, et donc ça c'est l'humidité puissance moins 1. Pardon, ça c'est l'humidité, et donc mu sat moins mu, c'est ça. Donc en gros, l'humidité ici, ça fixe le potentiel chimique de l'eau. Ensuite, dans le réservoir, c'est la vapeur qui est stable, pas le liquide. Donc ça veut dire que le grand potentiel, qui est moins PV, qui dépend du potentiel chimique et de T. Donc ce grand potentiel associé à la vapeur est plus petit que le grand potentiel associé au liquide. Ça veut dire que la vapeur, c'est la phase stable. Donc ça, d'une façon ou d'une autre, ça dit que la pression de la vapeur est plus grande que la pression du liquide. Et maintenant, si on prend ça dans le pore, en fait, on a un deuxième terme. C'est-à-dire que le grand potentiel, c'est moins PV plus le terme de surface. Donc on va comparer ce qui se passe quand je remplis mon pore avec du liquide avec ce qui se passe quand je remplis le pore avec de la vapeur. Bon, à ce moment-là, c'est moins P liquide, moins P vapeur fois V, plus gamma solide liquide moins gamma solide vapeur fois la surface, et j'ai un facteur 2 parce que j'ai le haut et le bas. Je prends l'idée d'un slit, vous voyez, à 2 dimensions pour faire simple. Donc, l'idée, c'est que ça,
c'est négatif, c'est-à-dire que l'eau veut remplacer la vapeur par le liquide, mais ça, c'est positif, ça veut dire que le liquide est moins stable que la vapeur. Alors, ça, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure moins delta gamma. Et alors, ça, on peut le réécrire un petit peu, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est écrire ça en fonction du potentiel chimique, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est parce que le potentiel chimique, je le connais si je connais l'humidité. Alors, pour ça, on va écrire PL par rapport à la pression de vapeur saturante. Et en fait, on va utiliser Gibbs du M en disant que ça, c'est la variation, c'est la densité du liquide fois mu moins mu sat. Donc ça, c'est dire que je fais une sorte de, si vous voulez, un développement limité autour de la valeur de mu sat. Et pour la vapeur, on l'a quasiment écrit ici, en fait. PV, c'est P sat fois exponentielle, donc de moins delta mu sur KT. Et donc ça, c'est P sat, donc c'est rho vapeur KT, 1 moins delta mu sur KT. Si je fais un développement limité pour le delta mu. Et donc, PV moins P sat, qui est ça va être moins delta mu sur KT. Donc, tout ça pour dire, c'est pour réarranger les termes, c'est que moins PL moins PV, en fait, à la fin, on a un ρL, et à chaque fois, c'est le même terme, ρL moins ρV fois delta mu. Donc, si j'arrange tout, j'ai oméga L moins oméga V. Ça fait... Bon, ça, c'est à peu près ρL, hein, parce que la densité de vapeur est faible. Donc, moins ρL delta mu H, moins 2, donc et là, il y a un plus, fois la surface S. Et donc, si je trace ce delta oméga, ici, en fonction de H, l'épaisseur, et ça, c'est fixé, c'est l'humidité, et ça, c'est la... qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est 2 delta gamma. En fait, vous voyez, vous avez juste une fonction linéaire. Donc, au-dessus, ici, j'ai delta oméga positif. Ça veut dire que c'est la vapeur qui est stable. Mais ici, en dessous d'un H caractéristique où ce terme-là s'annule, eh ben, j'ai delta oméga négatif. Et donc, c'est le liquide qui est la phase stable. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que, donc, sur la condensation capillaire, c'est que pour H inférieur à HC, on a une transition liquide-vapeur ici dans les expériences. Enfin, c'est ce qu'on attend comme ça. Et le HC, il est tel qu'on a 2 delta gamma sur HC est égal à delta rho, delta mu, sachant que lui, c'est KBT log de l'humidité puissance moins 1. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Kelvin, le rayon de la taille de Kelvin. C'est un sujet qui a beaucoup intéressé Elisabeth et Jérôme Crassou quand on était tous ensemble à Lyon. Et Elisabeth avait fait ses expériences en machine de force. Justement, c'est là où, vous voyez, ces machines de force, on mesure des forces sur des fluides confinés à l'échelle nanométrique. Et c'est typiquement un des premiers outils extrêmement puissants pour aller regarder ce qui se passait pour les fluides aux nano-échelles. Et donc cette machine de force, alors je n'ai pas de photo ici, mais Elisabeth vous en montrera sûrement juste après. À l'époque, donc avec Jérôme et Jean-Luc Loubet, ils avaient regardé la condensation capillaire. Alors ici, c'était pas de l'eau, mais de N-heptane, je crois, confiné entre un système recouvert de platine et un système de Pyrex, si je ne me trompe pas. Et par exemple, là, si on mesure la force entre la bille et la surface, ce qu'on voit, c'est que cette force, quand la bille est loin, la force est nulle, puis d'un seul coup, clac,
le ménisque, ici, par condensation capillaire, se forme, et on a une force qui est extrêmement adhésive. Et pourquoi elle est extrêmement adhésive? Parce que la pression dans le liquide est plus petite que la pression dans la vapeur. Donc en fait, on a une force d'attraction qui est P liquide moins P vapeur, et qui sont des forces absolument gigantesques. Et donc ça, ces expériences, c'était des très belles expériences qui montraient notamment que ces lois continues, parce que là j'ai fait que la thermodynamique continue, ça fonctionnait finalement assez bien jusqu'aux échelles nanométriques. Vous voyez, ici c'était une dizaine de nanomètres, ici on était. Et alors il faut juste prendre en compte un phénomène qui est que sur ces surfaces qui sont dites mouillantes pour le fluide, il y avait des films de mouillage d'épaisseur assez importante. Et une film de mouillage, c'est-à-dire que si vous laissez la surface en présence d'humidité, il y a un film d'une épaisseur de l'ordre du nanomètre ou plus qui peut se coller. Donc une fois qu'on a pris en compte ces films de mouillage, on sait reproduire parfaitement toute la physique. Et en gros, c'est à peu près la physique que je vous ai montrée ici. Et c'est là où c'est intéressant de... Donc ces expériences étaient sur du N-heptane par machine de force. Et donc là, il y a eu des expériences il y a quelques années, donc vous voyez de 2020, donc c'est il n'y a pas très longtemps, qui ont été reprises justement dans le groupe de Geim. Donc c'est Qian Yang, qui est professeur à Manchester maintenant. Alors ils ont utilisé justement une astuce expérimentale basée sur ces histoires de collage de van der Waals. Et c'est surtout pour ça que je voudrais vous montrer qu'est-ce que ça peut permettre de faire. Ce qu'ils ont fait, c'est des pores bidimensionnels, donc des petits canaux, vous voyez, comme ça, en présence d'un réservoir d'humidité, donc vraiment, c'est cette géométrie-là. Et donc, en fait, ils font varier l'humidité de la chambre, donc vraiment ça, et ils regardent à partir de quel moment le canal se remplit d'eau. Alors, évidemment, quand on fait un dessin comme ça, on dit c'est évident, il suffit de voir s'il y a des molécules d'eau ou pas. On ne voit rien du tout à cette échelle-là. Et donc, la façon dont ils l'ont vu, et c'est ça que je trouve amusant, c'est que si ce canal, vous voyez, il y a une surface qui vient coller au-dessus comme ça. Et si cette surface est relativement fine, c'est-à-dire qu'ils mettent quelques couches de graphène typiquement, en fait, cette surface est attirée par la surface du bas par les forces de Van der Waals. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de sagging. Et donc cette surface est déformée parce qu'elle est attirée par le sol. Et donc naturellement, elle vient comme ça. Ça, c'est pour les épaisseurs assez fines. Et donc ça, c'est plutôt la phase quand il y a très peu de liquide, donc c'est la phase vapeur. S'il y a de l'eau liquide qui arrive à l'intérieur, cette eau liquide va écranter les interactions de Van der Waals, et donc ce sagging, cette déflexion, va disparaître. Et donc, en fait, en mesurant le profil de hauteur, là, comme ça, ce qu'ils ont fait ici, par exemple, en utilisant un outil d'AFM, ils peuvent dire, voilà, j'ai du sagging, c'est-à-dire que j'ai une déflexion jusqu'à une telle humidité ou à une telle profondeur, puis après, d'un seul coup, j'en ai plus du tout. Et donc ça veut dire que quand j'en ai plus, c'est qu'on a la transition de condensation capillaire. Alors, et donc, voilà le résultat final qu'ils obtiennent. Et donc, ce qui est montré sur cette courbe-là, si vous n'arrivez pas à voir, c'est l'humidité et le H critique, en fait. C'est-à-dire que la façon dont ils tracent la courbe est un peu particulière. C'est-à-dire que ici, si on a la loi de Kelvin, on a cette relation entre l'humidité et le HC, et eux, ils auront des résultats voilà, qui font ça, ici, là, comme ça. Et les courbes continues, ici, c'est la prédiction de Kelvin ici. Donc, vous voyez, ça marche très très bien jusqu'à des échelles de l'ordre de 5-10 angstroms, etc. en confinement. Donc une nouvelle fois, ça c'est presque frustrant parce que vous avez une approche continue et qui marche très bien. En fait, ça marche très bien, mais pas complètement. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des écarts systématiques à cette loi continue qui font en forme des sortes de paliers, en fait, comme ça. C'est-à-dire que si vous regardez bien les expériences, c'est plutôt des choses comme ça qui se passent. Donc une sorte de discrétisation de... Alors, cette discrétisation, ça a à voir justement avec une notion qui est extrêmement importante aux nanoéchelles, c'est les pressions de disjonction. En fait, la pression de disjonction, c'est quand on a une énergie de surface, il y a une énergie de tension de surface, ce que j'ai noté, par exemple, sur une interface ici comme ça, entre par exemple un solide et un liquide. Et par exemple, j'ai un liquide avec une certaine épaisseur E, l'énergie, ça sera
gamma solide liquide. Alors si je prends la deuxième, par exemple, c'est gamma liquide vapeur. Mais après, on peut avoir un terme supplémentaire qui prend en compte le fait qu'il y a des énergies d'interaction entre les atomes du solide et les atomes du liquide qui sont des effets qui ne se résument pas juste à leur valeur à l'infini, entre guillemets. Donc c'est tout ce qu'il y a en plus des tensions de surface, quelque part, ces contributions-là. Et donc ça conduit au fait que vous avez dans votre système ici, vous voyez, si je reprends cette relation-là sur la relation de Kelvin, je vais avoir que ça, c'est en gros, c'est la pression telle qu'on l'a dans le ménisque. On va comparer ça à cette valeur-là, qui est une sorte de pression de Laplace. Or, cette pression de Laplace, c'est gamma, Laplace, c'est gamma sur le rayon. C'est un terme continu, c'est l'équivalent de ça. Simplement, cette pression de Laplace, ce que montrent ces termes supplémentaires de disjonction, ne sont pas suffisants. Il y a un terme de pression de disjonction en plus, qui dépend ici de l'épaisseur du confinement. Alors, ce terme de pression de disjonction, il peut avoir plusieurs contributions. Il peut avoir des effets Van der Waals, comme je disais tout à l'heure, les interactions longue portée. Et ça, c'est exactement ce que Elisabeth avait pris en compte dans la description de la condensation capillaire, avec les films de prémouillage. Mais il y a un autre effet qui est plus spécifique aux échelles moléculaires, c'est qu'aux échelles moléculaires, vous imaginez bien qu'à un moment donné, si les parois sont très proches l'une de l'autre, on va avoir des formes de plans qui vont se dessiner, donc une structuration moléculaire. Et cette structuration moléculaire va induire un terme oscillant, puisque ça dépend du nombre de couches que l'on a. Et dans cette structuration moléculaire, alors ça a été beaucoup regardé notamment par Israël Aishvili il y a des années en machine de force. Et cette structuration moléculaire, c'est typiquement un bon modèle, c'est quelque chose comme une pression caractéristique. La pression caractéristique, c'est typiquement KT sur un volume moléculaire fois quelque chose qui est oscillant en H, 2πh sur une certaine longueur moléculaire, mais après ça se casse la figure à grande échelle, moins H sur sigma. Et donc, en présence de termes moléculaires comme ça, et donc ça par exemple, je vous montre ici des simulations qu'on avait fait avec un étudiant il y a quelques années. Ça c'est la pression vraiment, c'est cette somme de ces deux termes-là. Pression de Laplace, oups. J'ai plus de micro. Pression de Laplace plus les effets moléculaires, donc c'était des simulations dynamiques moléculaires. Et ce que vous voyez, c'est que la ligne continue, c'est la pression de Laplace, la prédiction continue, puis après on a des oscillations autour de ça qui sont très bien, là ici c'est entre guillemets un fit, décrite par cette sorte de fonction oscillante. Voilà, donc je ne vais pas du tout décrire comment on montre cette fonction oscillante, parce que c'est vraiment la théorie des liquides. Et je vous renvoie au livre de Jean-Pierre, Hansen et MacDonald, pour décrire tout ça. Mais en tout cas, vous voyez, avec ça, on peut décrire ces oscillations-là. Et ces oscillations-là, c'est, entre guillemets, exactement ces steps ici, comme ça, qu'on voit apparaître dans la condensation capillaire à l'échelle moléculaire. Donc, une longue histoire. Alors, est-ce que ça a des implications sur le transport? A priori, oui. Et d'ailleurs, ça, on l'avait vu dans ces simulations, en fait. Parce que dans les simulations, si vous imaginez maintenant la phase où, là ici c'est plutôt un problème un petit peu différent, où j'ai de l'eau liquide ici, et l'eau liquide veut rentrer dans un capillaire ici comme ça. En gros, ce processus, il est déterminé par le flux d'eau, c'est la perméabilité de l'eau, enfin la perméabilité de cette géométrie, fois la différence de pression,
qui est liée au fait qu'il y a un ménisque. Or, cette différence de pression, c'est exactement cette même différence de pression qu'il y a ici, c'est-à-dire un gamma sur un rayon, là je le mets sous une forme rayon, là c'est l'épaisseur, mais c'est pareil, plus la pression disjonction qui peut aussi dépendre du rayon. Par exemple, si je prends un port ici comme ça. Et donc, par exemple, dans ces simulations-là, ce qu'on voyait, donc là, vous voyez, c'est typiquement une simulation, on décrit les équations dynamiques de tous les ports. On voit, par exemple, un single file de l'eau qui rentre dedans ou qui ne rentre pas. Là, c'est un tube un petit peu plus gros. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que la vitesse de pénétration, au lieu de vérifier la loi de Laplace qui serait en gros que Q serait proportionnel seulement à ce terme-là, on a des écarts assez énormes à cette loi de Laplace qui est ce trait continu-là, où ça se casse la figure même à petits rayons, voire même ça empêche de rentrer. Donc là, c'est un exemple typique où les effets moléculaires commencent à apparaître à ces échelles de quelques angstroms. Est-ce qu'on peut mesurer ça expérimentalement? Vous voyez, ce n'est pas du tout évident de pouvoir mesurer ça. L'expérience qui pourrait mesurer ça, c'est juste pour vous dire que ça serait possible. Par exemple, il y a des très belles expériences qui ont été faites il y a quelques années, où ils ont regardé l'imbibition d'un bilayer de graphène. Donc on a deux parois de graphène, et avec une goutte de lithium, et le lithium venait se glisser entre les deux parois de graphène. Et donc on a donc, ici une gouttelette avec de lithium dedans qui vient pénétrer au milieu entre deux feuilles de graphène, tel que c'est dessiné ici comme ça. Et là, ici, pour le lithium, donc là, ce n'était pas de l'eau, c'est un fluide un peu particulier, c'est du lithium. Il y a des électrodes parce que c'est un aspect plutôt électrochimique. Mais les sondes ici, par exemple, c'est des sondes à effet Hall qui permettent de déterminer s'il y a du lithium ou il n'y a pas de lithium localement. Donc comme ça, en fait, c'est un peu, on met des bornes et puis on sait si à cette borne-là, le lithium est arrivé ou pas. Et donc avec ça, ils ont réussi à extraire la dynamique du lithium dans cette gamme-là. Donc c'est vraiment la gamme ultra confinée. Et où on pourrait comparer exactement à ce type de prédiction que l'on a ici. Ça n'a pas été fait. Cette expérience, elle est très belle. Elle a été très peu analysée, en fait. C'était juste presque une démonstration. Ils en ont tiré un coefficient de diffusion du lithium, mais je pense que ce n'est pas la bonne quantité qu'il faut extraire. Mais en tout cas, voilà, ces expériences sont possibles, et ça pourrait être intéressant à regarder. Donc là, c'était une forme d'introduction sur la thermodynamique pour vous dire qu'évidemment, avant d'aller regarder le transport, la thermodynamique, déjà elle-même, est un peu particulière. Et cette phase, cette transition de condensation capillaire, je l'aime beaucoup parce que c'est un peu le prototype d'une transition, justement, quand on va réduire les échelles. Parce que c'est une transition où il y a des effets de volume qu'on connaît très bien. Et la première approximation, c'est l'effet de surface qui vient s'ajouter aux effets de volume. Et vous voyez, ça marche très très bien, en fait, jusqu'à des échelles... Donc une description continue marche très bien jusqu'à ces petites échelles-là. Il faut aller aux échelles de l'ordre du nanomètre pour voir des déviations. Alors justement, à partir de quand on voit ces effets ces déviations au continu? Donc là, je vais commencer à rentrer dans les échelles, les différentes échelles du système. Alors, la première discussion que je vais avoir, c'est sur le continuum diélectrique. Alors, diélectrique, c'est l'eau, bulk. L'eau est une forme de dipôle. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué qu'un dipôle, mais il y a des charges de plus sur les hydrogènes, des charges moins sur l'oxygène. C'est beaucoup plus compliqué qu'un simple dipôle parce qu'il y a des interactions entre les oxygènes et les hydrogènes, c'est des liaisons hydrogènes, etc. Bon, peu importe. En tout cas, l'eau, on la décrit tout le temps par une constante diélectrique. Et ce qu'on voit très rapidement aux premières années d'université, c'est que la constante diélectrique de l'eau bulk, c'est de l'ordre de 80. Et donc,
une première... Et ça joue, cette constante-là joue un rôle absolument essentiel dans toutes les propriétés des ions, les propriétés ioniques, parce que l'interaction entre deux ions, par exemple, sera divisée par 80. C'est-à-dire que l'interaction entre deux charges, c'est 4pi epsilon 0, epsilon r fois r. Donc, ce coefficient-là joue un rôle crucial pour l'interaction entre charges, et l'interaction entre charges, c'est la vie. En fait, il y a des charges partout. Donc, en fait, une des questions qui a été posée là, récemment, donc c'est, vous voyez, ces expériences qui datent, je n'ai pas marqué la date, mais c'est 2016, 2017, je ne me souviens plus exactement. Toujours dans le groupe, les labos de Geim, vous avez vu, qui sont ultra dynamiques sur ces sujets-là. Ils ont fait des expériences assez plutôt très intéressantes, où ils ont essayé de mesurer la constante diélectrique de l'eau ultra confinée. Et pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est en utilisant leur système de Van der Waals, ils ont mis du graphite, des plans de BN, donc de bore azote au-dessus, et ils ont fait des expériences par AFM avec une différence de potentiel entre le haut et le bas. Et ça, en fait, ils ont construit un condensateur, en fait, quelque part. Et ce condensateur, alors l'échelle n'est pas bonne, c'est-à-dire que la taille de la pointe ici est énorme par rapport au canot, je n'ai pas fait la bonne géométrie. C'est vraiment un condensateur qu'ils construisent, et ce condensateur, à l'échelle ici nanométrique, permet d'en déduire la constante diélectrique de l'ensemble ici, et de ça on peut en déduire la constante électrique de l'eau qui est confinée à un certain confinement. Et ça, c'est la courbe qu'ils ont obtenue ici. Ça, c'est la constante diélectrique. Alors, il se trouve que ça, c'est la constante diélectrique que j'appellerais perpendiculaire. C'est-à-dire, ça, c'est la direction perpendiculaire au plan. Ça, c'est la direction parallèle. Et ici, ce qu'on mesure, c'est la constante diélectrique perpendiculaire. Donc, en fonction du confinement, ce qu'on voit, c'est que ça doit valoir 80 quand le confinement est grand. En fait, ces expériences ont montré qu'il y avait une décroissance très forte. Mais vous voyez, en échelle logarithmique, cette décroissance, on la voit déjà arriver à des dizaines de nanomètres. Alors ça, c'était extrêmement inattendu. Ça a conduit à énormément de questionnements. Vous voyez, si cette constante diélectrique se casse la figure pour arriver à typiquement autour de 2, ici en fort confinement, ça veut dire que l'interaction électrostatique devient radicalement différente dès qu'on commence à confiner. Et ça a un impact gigantesque sur le transport, comme on le verra dans les cours qui viennent. Alors en fait, la réponse à cette question, est-ce que c'est pertinent ou pas, c'est oui et non, en fait. Oui, ça c'est la constante diélectrique effective, et ça c'est... Donc effectivement, globalement, la constante diélectrique est de ce type-là. Mais en fait, la façon dont il faut voir le système, c'est que l'eau, quand elle est confinée, une façon, si vous voulez, de décrire, et d'ailleurs qui est cette courbe solide qui décrit très bien les points, la majorité des points ici, c'est qu'en fait, on a un volume d'eau dont la constante est de l'ordre de 80, et deux couches sur les surfaces, finalement, d'épaisseur que je vais appeler H0, où la constante, c'est epsilon surface ou interface, c'est typiquement l'ordre de 2. Et donc en fait, typiquement, vous avez là des condensateurs en série. Donc là, il y a le epsilon r égale 80 avec un gap qui est l'épaisseur totale moins 2H0. Et de chaque côté, vous avez les constantes diélectriques de 2 à peu près, dont l'épaisseur vaut H0. Et donc la constante diélectrique effective, pour ces condensateurs en série, ça revient à dire qu'on a H sur epsilon perpendiculaire effectif, c'est H moins 2H0 sur epsilon R bulk, plus 2H0 sur epsilon interface, avec
lui qui vaut de l'ordre de 2, lui qui vaut 80. Et ce H0, en fait, typiquement, c'est quelques angstroms. Donc, et si donc ça, cette image-là, c'est une image de condensateur et d'effet surfacique. Donc, ça dit, alors, d'une part, le fit, enfin, la description, c'est la ligne solide ici. Vous voyez, ça marche extrêmement bien. Donc ça dit, en fait, ce n'est pas un effet de volume. Au cœur, ça reste bien un continuum. Mais par contre, il y a des effets de surface qui sont gigantesques où l'eau, bizarrement, a une propriété de surface complètement différente de celle du bulk. Alors, ça, c'est une version très simple. Donc là, je cite Roland Netz, Geoffrey Monet et Hélène Berthoumieux qui ont aussi regardé ces problématiques-là. On peut pousser beaucoup plus loin l'approche. Et en fait, ces approches-là montrent que, notamment dans cette zone ici, c'est-à-dire vraiment la zone autour du nanomètre, en fait, il y a des effets de structuration. A priori, on s'attend à des effets de structuration supplémentaires liés à la structuration de l'eau du même type que j'ai décrit tout à l'heure. Et ces expériences, pour l'instant, ne sont pas capables de le mesurer. C'est dans la barre d'erreur et on ne sait pas. Mais, donc, vous voyez, une autre fois, on retrouve ce côté... on a un écart violent aux lois qu'on attend, mais on arrive à en dire une partie, c'est en fait le continuum, et une partie, c'est des effets de surface qui sont gigantesques dans ces espaces. Pourquoi l'eau a une constante électrique de 2 tout près de la surface? Vous voyez, ça, c'est pas du tout évident. En fait. Et ça rejoint, par exemple, des expériences de Misha Bonn qui sont faites à Mainz, et puis il y a d'autres travaux. Donc, ça, typiquement, ça suggère qu'il faut aller regarder vraiment les propriétés de l'eau à la surface. Et ça, maintenant, les gens savent très bien le faire avec ce qu'on appelle, par exemple, des techniques de SFG, ou des techniques de seconde harmonique, où ils envoient des ondes lumineuses en infrarouge et en visible, et ils mesurent la multiplication des ondes lumineuses à l'interface. C'est des expériences, je vous avoue, assez costauds, où on mesure une sensibilité optique à l'interface. Et en tout cas, de ça, et je ne vais pas du tout discuter ça, je vous le montre là parce que pour vous dire, ça c'est typiquement les expériences qui sont en cours de développement de Misha Bonn, chez Misha Bonn mais chez d'autres aussi. Et ce qui sort de ces expériences, c'est qu'effectivement, près des interfaces, l'eau ne se comporte absolument pas comme de l'eau bulk. Et donc c'est normal, par exemple, l'eau peut s'orienter, avoir un dipôle marqué près de la surface, ou donc pas gelé, mais en tout cas être beaucoup plus ordonné que dans le bulk. Donc ce qui se passe près des surfaces, c'est clair que c'est un bazar sans nom et que pour l'instant on ne comprend pas très bien. En fait. Alors, donc ça c'est le continuum diélectrique, pour commencer. Le deuxième point qui m'intéresse, évidemment, c'est le continuum hydrodynamique. Alors, la question ici, c'est jusque quand est valide l'équation de Navier-Stokes? Alors, ça, c'est une vaste question et on n'a que des réponses partielles. C'est ça. Alors sur ce sujet, donc Navier-Stokes, je vous l'ai écrit la semaine dernière. Donc là, c'est la forme incompressible où il y a la viscosité état. Et on peut se poser la question, voyez, cette équation de Navier-Stokes a été construite au moment où on n'avait aucune idée de l'existence même des atomes. Donc évidemment, c'est une approche complètement continue. Mais en fait, il se trouve que si on prend un peu un corpus d'expériences et aussi de simulations numériques qui ont apporté énormément dans ce domaine-là, typiquement, si vous prenez un canal, alors j'oublie les effets de surface sur lesquels je reviendrai, mais pour des canaux tels que l'épaisseur est supérieure à 1 nanomètre, là je considère de l'eau, en gros, Navier-Stokes reste valable. Donc 1 nanomètre, vous voyez, c'est 3 molécules d'eau. Donc le diamètre d'une molécule d'eau, c'est typiquement 3 angstroms, on va dire. Donc 3 diamètres, c'est 1 nanomètre. Donc, voilà, d'une part, vous voyez, c'est quand même d'une robustesse invraisemblable. C'est-à-dire qu'une équation qui a été écrite en 1850 et des patates est valable jusqu'à des échelles de 3 molécules. Alors,
Et surtout que construire cette équation-là, ce n'est pas complètement évident. De la façon dont elle est construite fondamentalement n'est pas évidente. D'ailleurs, les extensions à l'équation de Navier-Stokes souvent marchent moins bien que l'équation de Navier-Stokes elle-même. Et en fait, alors il y a plein de raisons à ça. Vous pouvez dire, bah oui, c'est normal, il faut que l'épaisseur du canal soit supérieure à quelques tailles moléculaires pour qu'on ait assez de statistiques, qu'on moyenne un petit peu tout ça. Alors ça, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en gros, il faut aller au-delà de la limite discrète. Il y a une raison un peu plus subtile et sur laquelle on essaye de progresser, notamment l'expérience de Mathieu Lisi, qu'on espère comprendre un peu mieux. La question aussi, c'est qu'il faut voir comment l'équation de Navier-Stokes est décrite, notamment la viscosité. Et en fait, la viscosité, tous les coefficients hydrodynamiques sont valables parce qu'on suppose une séparation entre les temps microscopiques et les temps macroscopiques. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a plein de phénomènes aux micro-échelles qui se passent, et ça, ils ont relaxé, et on regarde, nous, sur un temps beaucoup plus long. Et ça, on le voit, par exemple, la viscosité, ça s'écrit, par exemple, sous la forme d'une relation de Green-Kubo sur le tenseur des contraintes dt. Et donc le coefficient hydrodynamique est l'intégrale d'une fonction de corrélation microscopique. Et donc il faut que ce temps-là soit l'infini pour qu'on puisse décrire ça par un système hydrodynamique. Alors on peut aller regarder un petit peu plus ce que ça veut dire pour l'eau. Dire que ça, typiquement, la relaxation des contraintes, c'est typiquement la picoseconde. C'est-à-dire 10-12 secondes. Pourquoi c'est la picoseconde? Ça, c'est typiquement c'est la dynamique moléculaire, hein, c'est-à-dire c'est F d2r, la relation fondamentale de la dynamique, et la force, c'est une énergie sur sigma. Ça, c'est m sigma sur un temps au carré. Donc on a un temps qui est de l'ordre de racine de m sigma 2 sur epsilon. Si vous mettez 3 angstroms et vous mettez quelques dizaines de millélectronvolts, vous allez tomber sur la picoseconde. C'est le temps moléculaire classique. Maintenant, c'est quoi le temps macro? En fait, le temps macroscopique, c'est typiquement un temps... si vous imaginez une expérience où vous prenez une plaque et vous commencez à l'instant t égale à 0 à la bouger brutalement comme ça. En fait, tout doucement, au début, rien ne bouge, et puis tout doucement, on va commencer à bouger le fluide et à entraîner le fluide. Ce processus, il est décrit par l'équation de Navier-Stokes. Navier-Stokes, quelque part, c'est une équation de diffusion. Parce que vous voyez, vous avez dv sur dt égale état laplacien de v. Donc, ρ dt de v, c'est état laplacien de v, enfin, si je résume. Ça, c'est une équation de diffusion, avec un coefficient de diffusion qui est état sur la viscosité sur ça, c'est la densité massique ici. Ça, pour l'eau, c'est 10-6 mètres carrés par seconde. Et donc, ce processus de diffusion, ça veut dire que là, on a une taille caractéristique qui est nu fois t. Donc, un temps macro d'établissement d'un écoulement macroscopique, si j'ai un canal de taille h, ça sera h carré sur nu. C'est-à-dire que j'inverse ça. Je dis ça va atteindre l'autre surface, h, au bout d'un temps tel que h est égal à racine de nu tau. Donc il faut que ma condition finale, c'est que ce temps de picoseconde, ça doit être beaucoup plus petit que ce temps-là. Donc on a tau micro inférieur à h carré sur nu. C'est-à-dire que h doit être supérieur à racine de nu fois tau. Ben ça, c'est 10-6, ça, c'est 10-12, mais ça, c'est 1 nanomètre. Donc, ça veut dire que si vous êtes au-dessus de 1 nanomètre, vous avez séparation des échelles de temps micro-macro, et finalement, l'hydrodynamique, qu'elle soit valable, c'est finalement assez attendu. Par contre, en dessous d'un nanomètre, eh ben, là, il peut se passer plein de choses, et on ne sait pas ce qui se passe, et on espère savoir ce qui va se passer bientôt. Donc ça, c'est la première version de... Donc ça, c'est ce que j'avais écrit là. Donc, c'est la première version du continuum. Après, si vous voulez réfléchir à
finalement, en termes de propriétés statistiques, on peut considérer aussi une forme de continuum statistique. Donc ça c'est une vision qui finalement est plus naturelle, c'est-à-dire si j'ai un petit volume, si j'ai un fluide, donc avec de l'eau partout, et je fais une petite boîte ici, ben effectivement j'ai des molécules qui vont rentrer et sortir, par les fluctuations statistiques. Et ces fluctuations statistiques, finalement, ils vont dépendre de la taille de la boîte. Et ça, c'est décrit par la physique statistique d'équilibre, par la relation qui est la relation de fluctuation du nombre la relation de fluctuation du nombre de particules dans un certain volume, et ce volume, il est tel qu'il y a n particules dedans, c'est n fois la densité, là c'est densité numérique, là-bas c'était densité massique, kT, et ça, kT, c'est la compressibilité. La compressibilité, c'est comment on arrive à compresser le fluide. C'est une relation très classique de physique statistique. Et typiquement, dans un liquide, la compressibilité est extrêmement faible, parce qu'un liquide, c'est comme un solide, on n'arrive pas à le compresser. Ça, c'est typiquement l'inverse d'un module élastique, et avec un module élastique qui est kBt sur sigma. Ça, c'est typiquement l'ordre de grandeur d'un module élastique, si vous avez une taille sigma et kT. Donc, j'ai delta n carré, alors je vais diviser par n carré. Donc ça fait ρ kT sur, j'ai 1 sur n. Donc n, le nombre de particules, c'est la densité fois le volume. Donc ça fait 1 sur n ρ, pardon, j'ai divisé par n. Donc j'ai ρ sur ρv, kT fois ça, donc ça, c'est sigma cube. Donc ça, c'est sigma, et v, je dis que c'est le volume, c'est une taille au cube, c'est v sur L au cube. Et donc, si je me donne un critère très grossier en disant, bon, là, quand les fluctuations delta n sur n est de l'ordre de 10%, admettons, là, je commence à avoir des déviations sur les propriétés de transport. Admettons, j'ai le droit de me dire ça. Et ça, je dis que c'est epsilon. À ce moment-là, ça va arriver pour un L de l'ordre de sigma sur epsilon 2 tiers. Donc ça, si ça c'est 0,1, ça vous allez tomber facilement sur 5-6 diamètres. Donc c'est-à-dire une nouvelle fois le nanomètre. On a une nouvelle fois une convergence vers ces échelles de taille-là. Alors, bon, cet argument, en fait, en général, je n'aime pas trop parce que ça dit pas grand-chose en fait des conséquences. Un argument, la façon de faire qui est un peu plus subtile et plus intéressante, c'est de vraiment considérer les fluctuations d'un écoulement. Alors ça, c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment toutes les questions qui se posent actuellement en physique statistique, enfin, maintenant depuis quand même un certain nombre d'années, sur les théorèmes de fluctuation au-delà du second principe. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une inégalité sur le second principe, il y a des théorèmes maintenant qui donnent des égalités. Et donc, une des questions, c'est, de façon très pragmatique, là, je vais faire ça, je mets un canal avec de l'eau et du sel, et de sorte que j'ai une pression osmotique de part et d'autre qui est delta C fois kBt. Donc ça, j'applique une pression osmotique, c'est plus simple pour moi pour décrire. Et donc, la pression osmotique, on reverra ça en détail. Si j'ai du sel ici qui, lui, n'arrive pas à rentrer dans le canal, admettons, pour diverses raisons, à ce moment-là, ça va créer un flux d'eau. Non. Donc là, ici, je n'ai pas marqué flux. J'ai marqué là. Ça va créer une vitesse pour le fluide qui est une certaine perméabilité fois la différence de pression. Donc ça, c'est une approche moyenne. Alors, en fait, la réalité, c'est que le flux, cette vitesse
par exemple, si j'étais capable de la mesurer en fonction du temps, j'aurais quelque chose plutôt comme ça, avec une fluctuation autour d'une certaine vitesse moyenne. Et la question, c'est est-ce qu'on peut même atteindre des cas où on renverse, en fait? C'est-à-dire que l'eau, elle devrait aller par là, mais elle va ponctuellement dans l'autre sens. Donc ça, évidemment, ça va contre la dissipation. C'est-à-dire que le flux va contre les forces thermodynamiques. Et c'est justement ce que donne, par exemple, ce théorème, une des écritures des théorèmes de fluctuation. Alors, Qt ici, c'est la production de chaleur, la quantité de chaleur dissipée pendant un temps tau. Et l'écriture du second principe sous une forme d'égalité, c'est que la probabilité d'avoir une chaleur dissipée par rapport à son opposé, c'est-à-dire que si on dissipe, là on récupère de l'énergie, donc normalement ça viole le second principe, ça c'est en exponentielle Qtau sur KBT. Alors ça dit, en fait, ce théorème dit que ponctuellement sur un temps fini, on a le droit de violer ce second principe. Il n'y a pas de gros problème. Et ce que ça dit, c'est que la distribution, de façon prosaïque, la distribution de vitesse, si elle a une certaine largeur, vous avez ici, j'ai des vitesses positives, négatives, bah, ma probabilité d'avoir une certaine vitesse en fonction de la vitesse, elle peut avoir toute une zone négative. C'est-à-dire que j'ai la vitesse moyenne qui est là, mais j'ai le droit d'avoir des vitesses qui vont dans le sens opposé. Donc, ce théorème-là, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce théorème-là, mais ce qu'il dit juste, c'est que, évidemment, pour qu'on ait cette zone-là de violation, il faut que la largeur de cette distribution soit plus grande que kT, en gros. Donc, ça veut dire qu'il faut que Qtau soit de l'ordre de KBT. Alors, Qtau, c'est l'énergie dissipée, c'est la force liée au... Là, ici, c'est du frottement, fois la différence de pression. Donc là, j'ai noté ça plutôt delta pi. Et pendant un certain taux. Alors, ce temps tau, ici, naturellement, c'est le temps de passage sur le port de longueur L. Donc, ce temps tau, c'est L sur V, la vitesse. Et... alors, la force, ici c'est la force de frottement. Et le fluide, il va avoir une contrainte à la paroi, et donc la force de frottement, c'est 2pi, mettons, je mets un rayon R pour le port, 2pi RL fois la vitesse du fluide. Et, non, pardon, 2pi RL fois la contrainte. Et par bilan de force, en fait, cette contrainte sur les parois, en régime stationnaire, doit être égale aux pressions sur la différence entre les pressions des deux côtés. Donc en fait, ça, c'est ni plus ni moins que delta P, c'est-à-dire delta pi ici, ce qui est noté, fois R carré. Donc en fait, ce résultat-là, il est un peu... je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça là. Ça, c'est F fois V fois... J'ai mis un delta pi, mais ce n'était pas ça. Donc, là, j'ai delta pi fois... Donc là, le V il disparaît. Pi R carré fois L. Donc, c'est delta pi fois le volume. Donc, en fait, quand on écrit la condition ici, c'est que on va avoir des fluctuations gigantesques quand delta pi fois le volume, c'est de l'ordre de KBT. Alors, si vous mettez ça, alors si vous mettez par exemple 1 molaire de chaque côté, vous allez obtenir tout de suite que ça, c'est atteint pour quand le port a une taille de l'ordre du nanomètre, typiquement. Enfin, je vais passer un peu vite là. Et ça c'est un résultat que je trouve déjà un petit peu plus amusant parce qu'il vous dit quand on a le droit de lisser et quand on ne peut pas lisser. Un autre point qui est extrêmement intéressant, c'est que si on regarde la biologie, et tous les ports biologiques, ils travaillent toujours à kT. Ils sont toujours dans un régime tel qu'on est proche de la violation du second principe. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas très clair pour moi s'il y a une raison profonde ou pas. Et c'est possible que ça donne une susceptibilité des systèmes beaucoup plus forte.
Et en tout cas, c'est une observation que je trouve amusante. Alors, on va arrêter d'ici 20 minutes à peu près. Dans les 20 dernières minutes, je vais juste introduire les autres échelles, parce que là, on a discuté essentiellement, vous voyez, l'échelle moléculaire versus échelle continue, on a parlé des fluctuations, on a parlé diélectrique. En fait, il y a beaucoup d'autres échelles de longueur, et des échelles de longueur qui vont compter énormément dans tout ce qu'on va discuter, c'est les échelles électrostatiques. Donc ça, c'est... Alors, les échelles électrostatiques, à la base, on commence, c'est extrêmement simple. Tout à l'heure, je vous ai dit, effectivement, si je prends deux charges, Q1 et Q2, dans le volume, l'interaction, c'est Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0, epsilon R fois R. Et ça, c'est ce que je noterai epsilon en général. OK, bon, ça, c'est extrêmement simple. En fait, ce qui est amusant avec l'électrostatique, c'est que dès que vous avez écrit ça, vous avez un foisonnement d'échelles de longueur qui apparaissent immédiatement. Alors, il y a un truc que je ne vais pas discuter ici, mais je vais rediscuter dans les cours, c'est que ça, c'est valable dans le volume à 3 dimensions. Dès qu'on va remettre ça à 2 dimensions, à 1 dimension, il y a des déviations extrêmement fortes de ce comportement. Et ça conduira justement à toute une physique intéressante. Donc ça, là, je laisse de côté pour l'instant, mais on en reparlera de façon plus extensive. Dans les échelles qui vont apparaître, c'est que, évidemment, là, si j'ai des charges, c'est très bien, mais par exemple, si vous mettez du verre dans de l'eau, ou même vous mettez du bore azote, là, tout à l'heure des surfaces de bore azote ou de graphène dans l'eau, il se trouve qu'il y a des charges de surface qui apparaissent. Et c'est-à-dire qu'à la surface, ici, on a des groupes souvent plutôt chargés moins, d'ailleurs. Et ça, souvent, c'est lié au fait qu'on a un groupe de surface qui libère d'une façon ou d'une autre un proton. Enfin, ça peut être une SiO2, enfin SiOH qui donne SiO-, etc. Donc souvent, les surfaces sont chargées, mais la nature a horreur de la charge brute. Donc ça veut dire qu'on a des ions de signes opposés qui vont venir se coller. Et la longueur sur laquelle ça vient se coller, c'est ce qu'on appelle la longueur de Debye, que je vais définir dans un instant. En gros, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle la double couche, parce que ça ressemble à un condensateur. Il y a moins, plus, puis après les plus venant compenser la charge initiale sur une certaine échelle. Alors, et cette échelle-là va forcément interagir et rentrer en compétition avec l'épaisseur du canal. Alors, justement, pour rentrer un peu plus dans les échelles de longueur, donc là, je fais des sortes de revues pédestres très rapides sur les différentes échelles de longueur qu'on verra apparaître un petit peu partout dans nos estimations. Donc autant les définir une bonne fois pour toutes. C'est peut-être évident pour certains, moins pour d'autres. La première longueur qui est extrêmement importante, c'est la longueur de Beeroom. Et qui jouera un rôle central, ce sera l'acteur clé dans l'épisode 5 sur l'appariement. Et donc la longueur de Beeroom, c'est dire si j'ai deux charges en interaction, à partir de quelle longueur l'interaction électrostatique pour R égale LB. Donc là, je mets deux charges monovalentes, deux charges élémentaires E, 4pi epsilon LB, c'est égal à KT. Donc vous voyez, LB, c'est E2 sur 4pi epsilon KBT. Ça, pour l'eau bulk, c'est 7 angstroms. Ça, c'est un peu la longueur moléculaire de électrostatique, la longueur la plus petite qui introduit le KT. Ensuite, évidemment, la longueur de Debye, je vous ai dit, c'est une longueur où les charges viennent écranter une charge donnée. Alors, on peut considérer ça sur une paroi, mais on peut considérer ça aussi sur un ion avec un certain nuage autour de lui. C'est-à-dire qu'un ion de charge négative, par exemple, que je fixe, va attirer forcément des ions de signes opposés. Et quelle est
la longueur sur laquelle cet écrantage se fait. Et pour dire ça, en fait, c'est que cet ion habillé va avoir une sorte d'énergie de kT. Mais pour ça, donc, je vais considérer le nombre. Donc, par exemple, si je considère qu'ici j'ai du sel dans mon réservoir avec une certaine concentration ρS. Donc, il y a combien d'ions là-dedans? C'est en gros ρS lambda d au cube. Chacun de ces ions interagit avec celui au centre par le potentiel de Coulomb, lambda d. Et ça, c'est de l'ordre de kT. Et donc, ça veut dire que lambda d carré, en fait, vous voyez apparaître tout de suite la longueur de Beeroom ici, c'est 1 sur la longueur de Beeroom fois la concentration. Et donc, c'est une longueur qui est très petite à forte concentration molaire et très grande à faible concentration molaire. La vraie formule, c'est lambda d carré et 1 sur 8pi Lb fois la concentration. Le 8pi, ça vient de différents termes. Alors, typiquement, lambda d pour du sel à 1 molaire, c'est 3 angstroms. Et du sel à 10-4 molaire, c'est 30 nanomètres. Donc vous voyez tout de suite que forcément, lambda d, c'est pile poil dans la gamme des fluides au nanoéchelle. Alors, il y a une autre longueur dont on entend beaucoup moins parler, mais que je trouve extrêmement intéressante, en tout cas qui conduit à énormément de physique. C'est la longueur que j'appellerais Dukin, ou Duchin, comme dirait peut-être Elisabeth. Alors, la longueur de Dukin, c'est très simple. C'est que à la base, vous mettez deux surfaces qui sont chargées avec une charge par unité de surface sigma. Donc ça, c'est ce qu'on compte en coulomb par mètre carré, ou si vous voulez, sigma sur E, c'est le nombre de charges par mètre carré. Et donc, vous avez des contre-ions qui viennent compenser à l'intérieur chacune des charges comme ça. Mais évidemment, en plus de ça, vous avez du sel, avec une certaine concentration. Donc vous pouvez vous poser la question, à partir de quel H on a le nombre de contre-ions devient supérieur au nombre de sels ajoutés. C'est une question très basique. Ça, ce nombre de contre-ions par unité de surface, ça sera sigma sur H. Là, je prends plutôt j'ai noté sigma tilde en coulomb et sigma tilde sur E, c'est en charge par mètre carré. Ça, c'est sigma sur H supérieur à ρS. Et donc, on voit apparaître tout de suite une échelle de longueur, ce que j'appelle la longueur de Dukin, qui est sigma sur ρS. Alors, jusqu'ici, pas grand-chose d'étonnant. Et j'utiliserai beaucoup ce que j'appelle le nombre de Dukin. C'est sigma sur ρS fois H. Alors, cette quantité-là, elle a une importance importante dans le transport, pour une raison très simple, c'est que la conductance ionique, c'est toujours le nombre de porteurs de charge dans le système. Donc le nombre de porteurs de charge dans le système, si je n'ai pas de charge de surface, c'est ρS. Par contre, si j'ai des charges de surface, même si je n'ajoute pas de sel, il y a toujours au moins ces charges de surface. Donc en fait, si vous comparez la conductance de surface par rapport à la conductance bulk, vous avez justement sigma sur OH. Et ça, par exemple, dans les expériences, ça c'est les premières expériences de Derek Stein sur du silicium, ça c'est les expériences qu'on avait faites avec Alessandro sur la conductivité en fonction de la concentration. Ce que vous voyez, ça si je mets la conductance en fonction de la concentration, il y a deux régimes. Il y a un régime à haute concentration. Donc ça c'est la conductance d'un canal en fonction de la concentration en sel, donc ce que j'appelle ρS ici. Si j'ai que du volume, c'est linéaire en ρS. Et si j'ai que de la surface, c'est proportionnel à sigma sur H. Et donc, ces courbes-là, où on voit, vous voyez, cette transition assez abrupte entre un terme de surface et un terme de volume, la transition se fait justement à ce nombre de Dukin. Donc une concentration telle que le Dukin est égal à 1.
Donc ça, c'est une version... donc ça, c'est-à-dire que dans les expériences de tous les jours, on voit toujours apparaître ça. Après, il y a une version un peu plus subtile de la longueur de Duquine. C'est juste pour montrer que en fait, ça contient beaucoup plus que ça. C'est qu'on s'est rendu compte que cette longueur de Duquine, elle a des effets beaucoup plus subtils, en fait. Parce que alors, comment l'expliquer? En fait, si vous avez un port ici comme ça, par exemple chargé, et ben, si vous mettez vos électrodes, vous les mettez à l'infini, si vous avez une différence de voltage, vous devez, et les ions traversent le port pour aller à l'autre électrode qui est plus loin. S'il y a beaucoup d'ions près des surfaces, il faut aller alimenter. En priorité, c'est parce qu'elles sont très demandeuses. Il faut l'électroneutralité locale. Il faut qu'elles viennent compenser. Donc si ces ions-là, il y en a beaucoup près des surfaces, il faut alimenter de préférence les ions près des surfaces. Et donc ça veut dire qu'un phénomène auquel on ne s'attendait pas, c'est que cette longueur de Duquine, c'est aussi une longueur en volume, c'est-à-dire c'est la longueur sur laquelle on vient perturber les lignes de champ électrostatiques dans le volume. Et ça a des effets assez drastiques. Donc ça, c'est le dessin que je fais là, c'est celui que je représente à peu près ici, c'est-à-dire qu'il faut alimenter les lignes de champ. Et c'est un effet assez subtil qui avait été, qu'on avait regardé il y a quelques années. Bon, je vais peut-être passer. Et alors ces effets Duquine, en fait, on les retrouve sur une quantité qui est extrêmement importante et sur laquelle je reviendrai. C'est le potentiel de Donan. Donc toujours pareil, là, j'explore rapidement les échelles électrostatiques et les conséquences. Le potentiel de Donan, c'est un phénomène qui était déjà d'abord vu d'ailleurs dans plutôt les colloïdes, dans dialyse. L'idée, c'est que si on a une nouvelle fois ce port chargé ici comme ça, et donc vous avez les contre-ions, forcément, si vous avez des contre-ions, vous avez un excès d'ions positif ici à l'intérieur. Donc en fait, si vous mettez un réservoir avec une certaine concentration en sel, il y a forcément un potentiel électrostatique ici à l'intérieur qui va être positif plutôt, puisque j'ai plus de ions plus que d'ions moins. Alors, comment on décrit ça? Alors, soit ça peut être assez compliqué si je décris toute la structure du champ, etc. Une façon très simple de dire, et qui nous suffira pour l'instant, mais on ira au-delà plus tard, c'est dire que finalement, le potentiel chimique des ions plus ou moins dans le confinement, et donc je suppose que les ions plus, les ions moins dans le confinement, c'est le potentiel chimique d'espèces libres, donc c'est le potentiel chimique du gaz parfait, et il faut ajouter une contribution électrochimique. C'est-à-dire électrochimique, il y a un certain potentiel, donc j'ai une contribution plus ou moins le potentiel de Donan. Et ce potentiel chimique des ions doit égaler ceux de leurs copains dans le réservoir. Et donc ça, c'est forcément, dans le réservoir, il n'y a pas de potentiel de Donan, c'est log de ρ, ce que je noterai ρ s, lambda cube. Ça, c'est une première condition. La deuxième condition, c'est que, comme j'ai une charge de surface ici, sigma de chaque côté, il y a plus d'ions plus que d'ions moins, et la différence entre les deux, c'est 2 sigma sur le confinement, petit h ici. Et donc on a deux équations pour ρ plus et ρ-, et deux inconnus. Donc on en a trois en fait, parce qu'il y a ρ plus et ρ-, et il y a Vd aussi. En fait, si on ajoute vous voyez cette relation-là, j'ajoute ça pour plus et j'ajoute ça pour moins, ce terme Vd va disparaître. Et je vais avoir en fait log de ρ plus fois ρ- est égal à log de ρs au carré. Donc on a une sorte d'action de masse. C'est-à-dire ρ plus moins ρ-, c'est ça, et ρ plus ρ-, c'est ça. Et de ça, on peut déduire tout de suite que, c'est une équation du second degré, hein, c'est que ρ plus ρ-, c'est ρs fois 1 plus le nombre de Duquine plus ou moins le nombre de Duquine. Et le potentiel de Donan, c'est kT sur 2e log de ρ plus sur ρ-. Alors, donc ça vous dit que dès que vous avez un système chargé, vous avez un potentiel. Et alors, évidemment,
ça a un impact énorme sur le transport, parce que ça veut dire que les ions plus, il y en a plus ici qu'il y en a dans le réservoir, et des ions moins, et il y en a des ions moins, il y en a beaucoup moins. Donc déjà, on a une sélectivité. Donc en fait, quand on va revenir sur les problèmes de tamisage, comme je vous disais dans le cours 3 ou 4, forcément, ce potentiel de Donan joue un rôle clé. Et la longueur caractéristique, c'est la longueur de Dukine ici. C'est-à-dire que le nombre sans dimension important, c'est le nombre de Dukine. Alors, donc tout ça sur le transport, on y reviendra. Juste pour vous dire, c'est que ce nombre de Dukine, on le verra réapparaître beaucoup de fois dans le cours. C'est pour ça que je l'ai introduit ici, que le potentiel de Donan aussi. Aussi parce que dès qu'on a des hétérogénéités du nombre de Dukine, dès que, par exemple, le H est plus grand d'un côté que de l'autre, ou la charge est plus grande d'un côté que de l'autre, dès qu'on a des différences comme ça va conduire à des effets non linéaires dans le système. Et ça, c'est vraiment un point clé qu'on utilise énormément pour même des applications. Enfin, vous verrez plus tard, c'est des effets diodes. Et donc là, je vais peut-être passer ça, parce qu'on y reviendra après. C'est-à-dire on peut faire des diodes fluidiques, comme on peut faire des... Donc ça, on en discutera. Juste dans les 5 minutes qui restent, il reste 2 longueurs que je voudrais décrire. Enfin, une longueur qu'on va beaucoup discuter la semaine prochaine, c'est ce qu'on appelle la longueur de glissement. Alors, le glissement, ça a à voir avec le frottement. Et c'est savoir, est-ce que, comme je le dessine ici, un fluide donc là, je pars vraiment dans l'idée d'un écoulement sur une surface. Et est-ce qu'un fluide a une condition limite de vitesse nulle ou une condition limite de vitesse non nulle? Et donc ça se décrit en disant, par exemple, la force de frottement du fluide, c'est lambda fois la surface fois la vitesse du fluide. Et si ça vous égalez à la contrainte hydrodynamique, c'est eta dv sur dz. Par exemple, si je mets un z ici comme ça, et ici j'ai la vitesse v suivant x. Donc en fait, on voit, ça serait ce qui se passe à la surface, donc à la paroi, parce que je mettrai wall ici. Et donc, ça donne une condition aux limites du fluide à la paroi, qui est dvx sur dz est égal à 1 sur b vx, avec b, c'est eta sur le coefficient de frottement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la longueur de glissement. Et elle caractérise, ça c'est une condition limite, ça caractérise la condition limite du fluide à la paroi lorsque le fluide n'est pas censé coller. En fait, cette condition-là, Navier lui-même l'a écrite. Et donc ça, on y reviendra la semaine prochaine. Parce qu'en fait, à l'époque, vous voyez, Navier-Stokes écrivent une équation différentielle, il fallait des conditions limites quelque part, sinon on ne sait pas résoudre. Donc, comme ils n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait écrire, ils ont écrit de façon la plus générale possible cette condition-là. Et donc, vous verrez toute l'histoire de la semaine prochaine. Je décrirai vraiment en grand détail tout ce qui est lié à cette équation, cette longueur de glissement. Cette longueur de glissement, dans les fluides, tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de glissement, c'est-à-dire le frottement nul. Il se trouve qu'avec les travaux d'Elisabeth et puis d'autres théoriques, et puis pas mal d'autres depuis, il y a eu une effervescence dans les fins des années 90, début des années 2000 pour mesurer ces longueurs-là. Vous verrez, ça a été un peu un enfer pendant 20 ans. Mais à la fin, en gros, ce qui sort, c'est bon, cette longueur dépend de la mouillabilité, tout ça, je le décrirai. Mais au maximum, vous pouvez vous attendre à des longueurs typiquement de l'ordre de la dizaine de nanomètres sur des surfaces ultra propres, non mouillantes. Et sur le carbone, comme je l'ai décrit rapidement la semaine dernière, là, par contre, il y a une zoologie beaucoup plus complexe, avec des glissements qui peuvent atteindre des centaines de nanomètres, avec une raison très particulière à ça. En tout cas, on a une nouvelle fois une longueur de l'ordre de la dizaine de nanomètres, donc on retombe pile dans les mêmes gammes. Donc ces effets-là, évidemment, si vous avez du glissement, vous avez moins de frottement en surface, et par exemple la perméabilité que j'écris là j'écris la perméabilité de Poiseuil, elle est augmentée par la longueur de glissement.
Donc, si vous avez une longueur de glissement de 100 nanomètres, hein, si vous avez un tube de quelques nanomètres, vous allez avoir des multiplications gigantesques. En fait, et ça a des effets à la fois sur la perméabilité et aussi des effets non linéaires que je discuterai plus tard. Enfin, et là je serai très bref, on reviendra sur les effets quantiques, parce qu'on peut se dire, bah là, si je réduis vraiment aux échelles les plus petites, il y a des effets quantiques. Un effet assez simple à comprendre, c'est se dire, mais finalement, si la taille de pore, si l'espace libre dans le pore est de l'ordre de la longueur de De Broglie, donc h carré sur 2pi mkt, bah forcément, on va avoir des effets quantiques qui vont apparaître. Et, sauf que, bah, par exemple, pour l'hydrogène, la longueur de De Broglie, c'est 1,5 angstrom, c'est extrêmement faible. Mais ça peut intervenir si la taille du pore, en gros, si je mets mon atome comme ça, géométriquement, si le petit gap ici, comme ça, est de l'ordre de la longueur de De Broglie, je mets petit dB, à ce moment-là, on peut s'attendre à un effet de sealing. Et ça, pour le coup, c'est un effet qui a été, on reviendra dessus, mais c'est un effet qui a été mis en évidence. Alors, ça, je trouve ça absolument remarquable, même si, une nouvelle fois, c'est des expériences qui portent à débat. En fait, à travers une feuille de graphène, le graphène, c'est des hexagones de carbone, et le BN, il se trouve que c'est le même, sauf qu'on a BN, BN, etc. Et vous voyez que l'espace ici est extrêmement faible, l'espace au centre, au cœur de l'hexagone. Donc il y a tout un travail qui a été fait notamment par Marcello Losada dans le labo de Geim, où ils ont montré qu'à travers du BN, le H+, qui est la plus petite entité moléculaire que vous imaginez, peut passer au travers de ça. Et donc ça veut dire que le H+, passe ici, et moins que le deutérium, dans son isotope, parce que plutôt l'inverse, pardon. Et donc ça fait un effet de tamisage quantique lié à la taille, à l'effet de De Broglie à température ambiante ici. Et donc ça, c'est des très belles expériences sur lesquelles je reviendrai, mais vous voyez qu'ici, ça utilise le fait que le graphène a ces structures ultra particulières. Donc, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On a discuté de façon un peu exhaustive, un peu toutes ces différentes échelles. Là, aujourd'hui, c'était un peu, en gros, mettre le background. Puis après, on va commencer à rentrer dans chacun des phénomènes de façon un peu plus spécifique. Donc la semaine prochaine, ça sera les effets de frottement hydrodynamique, ce que j'ai décrit juste à la fin ici, comme ça. Merci beaucoup.